rapporteur. Monsieur Petit, vous êtes aussi rapporteur et c'est à vous. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est donc la 6e fois que j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport. Vous êtes très jeune. Je ne pense pas. Nous avons non seulement enrayé la baisse, mais ce rapport, ce budget est en hausse. Vous avez les chiffres dans le rapport. Je vais aller vite sur cette partie-là. 11 millions d'euros, intégrant le transfert sortant d'un vieux débat qui existait entre notre commission et la commission des affaires économiques sur Atout France, l'opérateur du tourisme. Une tendance pluriannuelle de crédit et à la différence de ce qu'a dit mon collègue rapporteur, on n'a pas saupoudré puisque cette hausse des crédits dans le programme 185 est allée quasiment exclusivement sur l'enseignement français à l'étranger, donc de manière très significative. Je vais très rapidement balayer les opérateurs qui sont assez nombreux dans ce programme. L'Institut français qui a vécu depuis 1 an et demi une réforme très intéressante et qui correspond à ce que j'ai porté devant cette commission, c'est-à-dire que l'Institut français de Paris devienne vraiment la tête de réseau des instituts français du monde, alors que ce n'était pas toujours le cas. La réorganisation a eu lieu, l'organigramme a été transformé et retravaillé de façon à ce que cette présence soit réellement une aide aux 94 instituts français dans le monde. Les alliances françaises, dont je vous rappelle que le statut est un statut non étatique, qui sont, elles, presque 850, et qui ont une petite structure financée par l'État à Paris, qui est la Fédération des alliances françaises. Là aussi, le travail qui a été fait ces dernières années commence à porter des fruits. On a un outil extrêmement agile, qui part du bas, c'est-à-dire que dans le conseil des agences françaises maintenant sont représentés des élus de chaque région du monde et c'est quelque chose qui marche bien. Campus France, je rejoindrai mon collègue sur un certain nombre d'informatisation et de numérisation qui sont mal faites par l'État. Je crois qu'il a parlé tout à l'heure d'un exemple. À Campus France, il y a un exemple caractéristique. Campus France ne peut pas suivre ses subventions lui-même. Et je crois que c'est un problème informatique qui serait facilement solvable dans une PME de 100 personnes et que l'État n'arrive pas à solver. C'est-à-dire qu'on affecte un budget ici, on dit qu'à Campus France, on doit distribuer tant de bourses et après ça part sous couvert des budgets d'ambassade et Campus France ne peut pas faire le suivi parce que c'est noyé dans les budgets d'ambassade. C'est un problème qui nous est remonté et qu'il faudrait un jour régler de manière assez technique. Et quant à l'AEFE, j'en parlerai très rapidement maintenant puisque je pose un amendement à ce sujet. Vous savez que nous avons l'objectif de doubler les élèves accueillis dans l'enseignement homologué en France à échéance de 2030 et que cet objectif devrait structurer le travail de cette agence et que cette agence a des difficultés pour l'instant à s'adapter à cet objectif. Je propose, moi, deux choses. Je pense, d'une part, que le directeur de l'agence devrait passer dans notre commission. C'est un directeur qui est important. Il ne peut pas être au mouvement des diplomates qui changent tous les 2 ou 3 ans. Ça doit être quelqu'un qu'on recrute, comme on a recruté Expertise France, avec un projet sur 10 ans pour nous expliquer comment il va faire, comme nous avons accueilli M. Rioux récemment. Alors ce n'est pas un amendement qui passera qui a à voir dans le PLF, donc je me suis bien gardé de le mettre là, mais c'est quelque chose que je vais demander et que je vais vous demander, chers collègues, que nous portions pendant ces mois qui viennent. Je pense que ça sera important que le directeur de l'AEFE soit un poste qui soit un poste stratégique et non plus un poste de cette espèce de jeu de mouvement des ambassadeurs, parce que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et la deuxième chose que je proposerai dans mon amendement, c'est de créer un comité de gestion des établissements gérés directement par l'État à l'intérieur de l'AEFE. Voilà, je suis très prudent sur ce qu'a dit mon collègue sur les RH du Quai d'Orsay. Je suis d'accord avec lui qu'il y a un problème de RH au Quai d'Orsay. Je crois qu'on a plus un problème de métier, c'est-à-dire qu'il faut aussi, certes, il faudra remettre des moyens, nous en avons remis, mais si ces moyens sont saupoudrés, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont mal adaptés, c'est parce qu'on refuse de voir qu'à l'intérieur de la diplomatie française, il y a des métiers techniques. Moi, je prends toujours cet exemple, faire tourner un consulat, faire tourner un service de visa, c'est pas l'école d'Orient qui est la meilleure préparation. C'est un travail de sous-préfecture. Les compétences sont plutôt chez les sous-préfets. Donc, ce regard sur le problème de la réforme du corps, la réforme du corps, j'y suis très prudent,
parce que je crois effectivement qu'il faut qu'on reconnaisse à l'intérieur de la diplomatie française qu'il y a des postes, comme je le dis pour l'AEFE, qui ne sont pas des postes qui sont de la spécificité de nos diplomates, qui sont des grands serviteurs de l'État et qui ont de très grandes compétences, mais pas forcément celles de faire tourner des services. Voilà, dans mon rapport, maintenant j'y viens plus précisément, j'ai un énorme satisfecit, c'est la feuille de route, où effectivement nous avons arrêté de saupoudrer dans le 185. Je le voyais arriver, je l'avais beaucoup revendiqué pendant le dernier mandat. À la fin du dernier mandat, le ministre a publié une feuille de route de la diplomatie d'influence, qui est un texte extrêmement intéressant. Et j'ai pu vérifier que cette feuille de route, non seulement théoriquement, quand nous l'avions accueillie en décembre dernier, était quelque chose qui arrêtait de saupoudrer, qui demandait à ce qu'on travaille en coordination. Je vous rappelle qu'il y a des ambassadeurs qui ne savaient pas tout ce qui se passait dans leur pays parce que ça passait par d'autres canaux de l'administration française. Aujourd'hui, on a arrêté avec ça. Et cette feuille de route, je l'ai trouvée partagée sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle est en train d'infuser. Et c'est une vision large et décloisonnée de la diplomatie. Et ça me va bien. Et je prends cet exemple qu'a relevé mon prédécesseur. La communication, eh bien, ces outils existent. Il y a des outils dans l'administration française qui parlent Peul. C'est France 24. Où nous avons des gens qui parlent Peul. Et France 24, eh ben, c'est pas dans ce rapport-là, etc. C'est notre collègue Alain David, c'est France 24, oui. Aider France 24, il faut que le ministère affirme sa tutelle sur France 24 et se batte pour France 24. Mais il se trouve que France 24, c'est géré par d'autres ministères, donc il y va doucement. Eh bien non, il faut qu'on arrive à casser ces silos et à continuer à avancer dans ce domaine où, en ce qui concerne les 5 programmes, que j'ai les 5 actions que j'ai dans mon programme, on a quand même énormément progressé. Je fais également une deuxième remarque qui vient de très loin aussi. Je vous en avais un peu parlé, enfin j'en avais parlé au précédent mandat. Je crois que notre diplomatie d'influence, dans la feuille de route, c'est annoncé, nous devons avoir des définitions régionales claires dans le monde, des actions régionales claires. On ne fait pas la même chose au Sub-Sahara, qu'en Union européenne, que dans l'Indo-Pacifique, y compris pour les lycées français. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas cette différenciation dans les actions qu'on mène. Je le dis depuis 5 ans, la feuille de route l'affirme clairement. La feuille de route affirme clairement que nous devons avoir des priorités géographiques claires. Eh bien, je pense en particulier dans le domaine de la diplomatie culturelle que nous devrions avoir une différenciation forte entre ce que nous faisons à l'intérieur de l'Union européenne et des pays voisins, et ce que nous faisons en projection dans le monde. Ouvrir un lycée français à Cracovie, où il n'y en a pas, je le rappelle, ouvrir un lycée français comment s'appelle cette ville, à Stuttgart, où il n'y en a pas encore, mais où c'est en train d'arriver, ce n'est pas le même objectif de diplomatie d'influence que d'aller ouvrir un lycée français en Inde, d'aller ouvrir un lycée français dans le Sub-Sahara ou d'aller offrir un lycée français en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, ce n'est même pas qu'il n'y a pas de différenciation, c'est que c'est au hasard comment nous allons affecter nos moyens. C'est au hasard, ce n'est absolument pas maîtrisé par la diplomatie. Eh bien, je crois que nous devrions avoir quelque chose qui ressemble à une diplomatie d'influence à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi c'est différent ? Parce que si nous ouvrons un lycée français en Pologne ou en Bulgarie, supplémentaire, nous devons le faire en termes de coopération. Pourquoi pas un lycée polonais en France ? Pourquoi pas un lycée bulgare en France ? Ce sont des choses qu'il faudra intégrer. C'est de la coopération. Eh bien, si nous ouvrons en Amérique du Sud, si nous ouvrons dans d'autres régions du monde, c'est d'autres choses que nous aurons derrière, d'autres enjeux. Et je pense que ces différenciations ne sont pas assez marquées au niveau de nos opérateurs, au niveau de nos directions, à l'intérieur profond du ministère. Donc je fais cette remarque. Et j'ai fait ma mission en Géorgie. Vous savez que je choisis toujours avec beaucoup d'intérêt et de précision. Je suis très bien aidé pour ça parce que c'est une grande... On fait de la logistique aussi avec Maxime, que je remercie pour son travail et son accompagnement tout au long de ces années. Et j'ai décidé en Géorgie d'aller en voisinage de l'Union européenne, justement, donc dans un pays qui est un pays marqué évidemment par la guerre, mais marqué également par le fait que la guerre n'est pas là-bas. Mais ils ont accueilli des Russes, ce qu'on appelle des Russes prioritaires dans la diplomatie d'influence. Voilà. J'ai constaté, chers collègues, d'une part, et c'est l'impression principale
est une impression favorable parce qu'en Géorgie, j'ai pu constater que la feuille de route avait percolé sur le terrain. Ce que fait aujourd'hui la conseillère culturelle en Géorgie est un travail décloisonné, un travail où tout est important, du conseil d'administration du lycée français jusqu'au contact avec l'université franco-géorgienne, tout est lié. Le fait qu'on a des vignerons qui arrivent, qui vont développer un projet financé par le ministère dans le cadre des nouveaux fonds décloisonnés qu'on appelle les fonds S, c'est quoi ? Fonds de solidarité de projets innovants. Tout cela est bien fait par quelqu'un qui réfléchit en ces termes-là, qui dit « je fais de la diplomatie, je ne fais pas uniquement, je ne vais pas compléter, mettre une rustine dans un lycée français ou aider un vigneron à s'installer ». Il y a quelque chose d'extrêmement cohérent avec ce qui est dans la feuille de route. Ce sont les points clés que j'ai retrouvés en Géorgie sur le terrain. Voilà, et je rappelle les 2 points clés que j'ai mis dans mon rapport, donc je pense que vous avez vu. Le premier point clé, c'est qu'il faut continuer à lutter contre les silos dans notre diplomatie. Nous avons fait d'énormes efforts, en particulier dans mon programme, mais je viens de montrer qu'il y en avait d'autres. Je pense en particulier à France 24, je pense en particulier à ce qui se passe dans nos consulats. Nous devons continuer à casser ces silos et à travailler de manière homogène. Nous devrions avoir une feuille de route plus élargie. Et deuxièmement, cette régionalisation, en particulier dans l'action que nous menons à l'intérieur de l'Union européenne, où nous devrions avoir une position et un positionnement un peu différents que dans le reste du monde en ce qui concerne la diplomatie d'influence. Monsieur le Président, j'ai terminé.